Salut à toi espèce de geek lumineux, c'est encore Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste et je suis heureux de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisque je t'invite à me rejoindre sur le canapé de Nowtech TV. Jérôme a en effet eu la gentillesse de m'accueillir. Le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous faire rentrer dans les coulisses de ce marché de la photo, de cette industrie de la photo, avec Bruno Labarbère, qui est vraiment un spécialiste de la question, qui écrit un blog absolument extraordinaire que je vous invite à aller consulter. Il y a le lien dans la description en dessous. Ça s'appelle Mizuwari et c'est vraiment exceptionnel. Salut Bruno. Bonjour Emmanuel. J'avais envie qu'on fasse cette vidéo ensemble parce qu'on se croise depuis des années et j'aime beaucoup ta plume. Je trouve que tu es un des rares journalistes spécialisés photo qui a une vraie originalité, un vrai point de vue, une approche un petit peu décalée et savoureuse. Voilà, donc bravo déjà pour ce que tu fais. Merci. Tu peux juste un petit peu te présenter, nous dire d'où tu viens, et ce que tu fais actuellement. Voilà. Donc je m'appelle Bruno Labarbère, je suis dans le milieu de la photographie depuis une petite dizaine d'années. Après un BTS auto un petit peu chaotique, j'ai atterri un peu par hasard chez Leica, où j'ai travaillé 2 ans et demi de l'autre côté du comptoir, parce que j'étais, ça fait rêver à l'origine, mais en fait j'étais simplement vendeur en boutique. Et puis, lorsque je suis parti de chez Leica en fin 2012, début 2013, j'ai eu la possibilité d'être embauché par un petit journal qui montait et qui s'appelait Les Numériques. Et du jour au lendemain, j'ai été parachuté, chef de rubrique photo chez Les Num. Donc c'était en début 2013 et qui était une année assez fascinante d'un point de vue de la technologie, puisque c'est cette année très exactement que Sony a sorti son Alpha 7. Donc j'ai pris le train de l'hybride en route et j'ai assisté à l'émergence des premiers hybrides 24-36, puisqu'il me semble qu'on est plus ou moins là aujourd'hui pour en parler. On est là pour en parler, voilà. on n'est pas là pour parler de ta vie ni de ton œuvre. Même j'avais envie que tu te présentes un petit peu, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir ta tête, mais il va peut-être falloir qu'ils se prennent l'habitude. A priori oui, puisque je suis parti du numérique l'année dernière, donc je crois qu'on était en 2017, non 2018, non je sais plus, 2018 il me semble, et pour mener ma petite vie. Donc pour le moment je gère entre mon blog et donc je pense que tu mettras quelque part le nom du blog. On va mettre le lien du blog. Voilà, il y a des Z, des W, ça fait 85 points Scrabble, c'est bien, c'est chouette. Et parce que j'avais envie de parler un petit peu d'autre chose que de simples conseils produits et de prendre un petit peu de recul par rapport à l'actualité effrénée des sorties, au consumérisme ambiant, pour un peu plus essayer d'avoir un regard froid sur les évolutions du marché, sur l'impact de la photographie d'un point de vue sociologique, aussi essayer de développer une vision un petit peu écolo de la photographie, parce que je suis un petit peu islamo-bobo, gaucho, journalope sur les bords, comme certains aiment bien le dire, et en ce moment, j'ai été sorti de ma tanière la semaine dernière, non, le mois dernier, pour tester le S1R avec Panasonic à Barcelone avec en avant-première planétaire. Voilà, planétaire. Pouf, il y avait plein de beaux mondes. Il y avait notamment des peer reviews. J'étais très étonné de les voir là. Et pour ceux qui se poseraient la question, il est beaucoup plus beau en vrai qu'il ne l'est en vidéo, Chris. Et puis ça a été l'occasion de revoir les copains et puis de voir enfin ce produit qui apparemment est en développement depuis 8 ans. Et essayer de comprendre le pourquoi du comment ils en sont arrivés à faire un mastodonte de ce genre-là. Un mastodonte. Donc en effet, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu as eu la chance d'être à Barcelone et de faire cette prise en main qui était réservée aux journalistes. Tu t'en as pensé quoi quand tu l'as eu entre les mains pour la première fois? On va enlever le cache, ça fait plus joli. Je te le remets entre les mains alors. Voilà. Alors, à Barcelone, le hasard a fait que je suis tombé sur S1R et le 70-200 de 8, enfin non, même pas de 8, F4, qui est absolument monstrueux, donc l'ensemble dépassait les 2,5 kg. Quand on est habitué à des GH5, moi perso j'ai un G80, ça fait quand même très 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 bizarre. Juste avant, j'avais testé les Z6 chez Nikon,
Et j'avais aussi été habitué aux Alpha 7. Et la première question, c'est mais pourquoi ils ont fait un truc aussi gros? Est-ce qu'ils avaient réellement besoin de faire quelque chose d'aussi lourd? Et ils nous ont expliqué plein de choses, que c'était fait pour les professionnels qui avaient besoin de quelque chose d'ultra résistant. Et notamment, l'une des démos qu'ils ont faites, et que je ne sais pas si tu as tenté le coup, c'est la fameuse question de l'écran, pourquoi ils ont fait une double charnière comme ça. Et donc il y a l'une des représentantes de Panasonic qui nous a dit que l'idée, c'était quand même de faire un truc ultra solide, qu'on pouvait prendre comme ça et secouer. Et je sais que c'est le tien, donc je peux le casser, je risque rien. C'est pas le mien, c'est celui de Panasonic. Ah ouais, mais c'est pas grave, voilà. Et donc, du coup, quand on voit cette toute petite charnière avec des morceaux de métal de même pas 1 mm d'épaisseur, et quand on voit que ça résiste comme ça, on comprend la logique derrière. D'un autre côté, est-ce que toi tu fais souvent ça, tu prends souvent ton boîtier par l'écran? Non, mais j'aime bien planter des clous avec. C'est un très bon test. En ce moment, bon... T'es en travaux? Je suis en travaux et j'incite pas à la violence urbaine, mais si vous avez 2 ou 3 casques à tabasser, je pense que ça passera. Ouais, puis après ça fait un peu cher pour... Ça fait un peu cher, mais ça reste moins cher que le SL, que le Leica SL. Ça reste moins cher que le Leica SL. Donc justement, toi tu connais un petit peu la genèse de ce produit, on sait, toi et moi, que Panasonic et Leica travaillent ensemble depuis fort longtemps, que Panasonic a accompagné Leica dans la conception du SL et du Q, ouais, c'est ça. Même si Leica s'en défend. Oui, Leica s'en défend, mais, mais voilà. Il y a cette histoire aussi de collaboration autour des optiques qui étaient badgées Leica chez Panasonic, comme Sony l'a fait avec Zeiss de son côté. Toi, comment tu le ressens ce produit? On ne va pas rentrer dans les détails de la fiche technique et de toutes les caractéristiques qu'il peut avoir, mais plutôt dans l'orientation par rapport à ce marché justement qui est visé, qui est ciblé par Panasonic, des photographes pro. C'est quoi ton ressenti, tes prédictions par rapport à ce produit? En fait, il y a 2 manières de voir le SL, c'est 3 manières. Il y a 3 manières. Vis-à-vis des autres hybrides 24-36, notamment avec les Nikon, les Canon. T'as dit le SL, c'était volontaire? Oui, bon, pardon, le S1, le S1, S1R, mais tu vois, j'ai encore la... Ouais. T'as encore le langue, il y a marqué islamo-gauchiste, mais c'est quand même rouge et blanc. Hein. Bien sûr, comme Leica, comme Canon. Je disais quoi déjà? Ah oui, plusieurs manières. On peut le voir par rapport aux autres hybrides 24-36. Et là, très clairement, Pana se met sur un segment qui n'est pas du tout celui de Sony, qui lui, de son côté, va plutôt jouer à la compacité, très clairement. Et du coup, quand on interroge les gens chez Sony, ils sont très contents que Panasonic fasse des boîtiers de 1 kg, parce que ça leur laisse de la marge pour leurs Alpha 7 à 600 grammes, il me semble. Par rapport à Nikon, qui a une démarche complètement différente. Nikon, c'est quand même des gens qui viennent du réflexe, au cas où vous ne le sauriez pas, et qui essayent un petit peu de tout redécouvrir dans l'hybride. Donc c'est assez rigolo parce que lorsque Nikon annonçait ses aides, leur slogan c'était l'hybride réinventé. Alors qu'en fait c'est surtout Nikon qui s'est réinventé lui-même, qui a essayé d'exploser ses murs et ses contraintes, et ils l'ont plutôt bien fait, bien que le boîtier soit bien, mais pas non plus révolutionnaire. Et puis Canon qui est franchement le plus décevant du lot, qui a tendance à un petit peu trop se reposer sur ses lauriers. Et donc le S avait cela d'intéressant que c'est le seul fabricant d'hybride vraiment qui a une grosse expérience hybride, surtout sur les tout petits boîtiers, sur les tout petits capteurs, et qui va aller sur un segment qui n'est pas du tout le sien, parce que dans l'absolu, depuis que Panasonic s'est lancé dans la photo numérique, donc c'était il y a plus de 15 ans maintenant, c'est quand même la première fois qu'ils font un 24-36, ça il ne faut pas l'oublier. Et ils ont repris tout ce qu'ils avaient appris sur les GH, sur les GX, sur le G. Ils ont essayé de le transposer et ils ont fait cela de manière assez intelligente pour que ça ne vienne pas empiéter sur ses propres boîtiers micro 4 tiers. Et ça, c'est plutôt pas mal.
en interne vis-à-vis des hybrides 2436. Vis-à-vis des réflexes 2436, du boîtier 2436 de manière générale, le Panasonic a ça d'intéressant qu'il a un côté, comme tu disais avant qu'on démarre, statutaire. Donc il va essayer de rassurer des gens qui viennent justement des réflexes pro, des D850, des D5, des 1D, même des 5D Mark IV et consorts. Et des Pentax K1, parce que Pentax aussi, des boîtiers 2436, et on a tendance à l'oublier, qui sont des gros boîtiers massifs, et donc apporter ce côté rassurant de l'hybride, quitte à, et c'est peut-être le côté aussi perturbant, saper leur propre communication, qui quand même pendant 10 ans, chez Pana, a été basée sur le fait qu'un hybride, ça permet de faire des boîtiers plus petits, des objectifs plus petits, donc ils vont à contre-courant d'eux-mêmes. Donc, d'un point de vue technologique, j'ai pas trop d'inquiétude sur le boîtier. Les premiers tests sortent et a priori, c'est comme toujours chez Pana, c'est des boîtiers qui n'ont pas de problème majeur. Après, ça va être au niveau du positionnement, la manière dont ils vont communiquer, la manière dont ils vont communiquer vis-à-vis de leurs propres clients. Et essayer de les rassurer sur le fait que le micro 4 tiers n'est pas mort. Essayer de les rassurer sur le fait que ben non, les S sont des boîtiers qui sont très bons en vidéo, mais ne sont pas non plus des boîtiers vidéo. Et le 2436 n'est pas la panacée. Et donc on peut en rediscuter en détail plus tard. Et vis-à-vis des autres du marché 2436, d'une manière générale, Panasonic, pour le moment, officiellement, n'a pas la prétention à devenir leader du marché. Contrairement à Nikon qui, dès le début, a annoncé qu'il deviendrait numéro 1 du 2436, tout type de boîtier confondu. Mais d'ici 2 ans, je les vois assez facilement rentrer dans le trio de tête, qui serait, à mon avis, constitué de Sony, Nikon et Pana, dans cet ordre. Je pense aussi que c'est Canon qui sait le plus... un peu tirer une balle dans le pied, on a la sensation qu'ils ne croient pas en leurs produits et qu'ils ont fait un truc. Moi j'ai entendu des gens dire de chez Canon dire l'EOS R, on l'a sorti, on essaye, on a pris plutôt les spécifications du 6D plutôt que du 5D pour pas cannibaliser les ventes du 5D Mark IV qui a déjà 3 ans et des brouettes. Une stratégie qui m'échappe un peu, mais je ne travaille pas chez Canon. et c'est vrai que moi aussi j'ai cette sensation en effet qu'il y a une espèce de triangulaire qui est en train de se dessiner entre Sony qui est déjà en place et qui a déjà fait qui a déjà l'historique en fait, puisque c'est les premiers, comme tu disais, à s'être lancés sur le 24-36 hybride en 2013. Nikon qui arrive avec une proposition qui est vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'ils ont en effet à la fois joué le jeu de la compacité tout en gardant un focus très poussé sur l'ergonomie, la prise en main, le touch and feel, enfin voilà, moi et puis aussi dans la filiation des habitudes des Nikonistes, ça c'est cool. Et Panasonic arrive avec un produit qui est assez étonnant parce que il bouscule un petit peu il va un petit peu là où on l'attend pas. C'est-à-dire que moi aussi je suis utilisateur de GH depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai eu la bête entre les mains, à la fois j'ai dit waouh, et à la fois j'étais méfiant parce que je me suis dit pourquoi, comme toi, tu vois. Et là, ça fait 2 semaines que je joue avec, et je me familiarise très vite avec l'outil. Il y a 2-3 détails ergonomiques qui m'agacent, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un truc. Je commence à vraiment prendre mon pied et la qualité de ce qui sort, alors qu'on est encore sur un firmware bêta, je trouve que c'est assez classe, quoi. Pour en revenir à Canon, en fait, Canon a une démarche d'opticien, quelque part. Oui. Très clairement, quand on discute avec Canon, le boîtier, c'est un porte-objectif. Ouais. Littéralement, c'est un porte-objectif. C'est un bouchon. C'est un gros bouchon, mais c'est un bouchon. Quand on discute avec les gens de chez Canon, c'était quoi leur démarche? On a conçu la monture EF il y a 30 ans. Pour les 30 années à venir, on arrive au bout de ces 3 décennies.
Et ils se sont reposés la question, bon maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme monture avec tirage mécanique, diamètre, blabla, contact électrique, pour tenir 30 ans de plus. Et à les entendre, on a l'impression qu'ils sont partis de la monture, qu'il fallait raccourcir du coup le montage mécanique et que du coup forcément ça devait faire un hybride, plutôt que le chemin inverse de on va faire un hybride et qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Et ça se voit en fait dans le déploiement des produits Canon, enfin hybride en tout cas, là ils mettent le paquet sur les objectifs et pour vendre des boîtiers derrière, ils comptent surtout sur le fait de s'appeler Canon. Après l'énorme différence entre Canon, Nikon et Pana, c'est que les deux premiers ils ont un service pro. Qui est là depuis super longtemps, et qui a plus ses preuves à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce petit monde-là, et le principe du service pro, quand tu es photographe professionnel, c'est quoi? Le principe du service pro, c'est que... alors, déjà, pour y avoir droit, il faut être pro, bien sûr. Il faut posséder un certain nombre de boîtiers et d'objectifs de la marque. Donc, en fonction du nombre de la quantité de matériel que vous avez plusieurs échelons. Et l'idée, c'est que lorsque vous avez une panne, vous avez un accès privilégié au SAV, vous avez une hotline qui est privilégiée. Dans les services les plus élevés, qui souvent s'appellent Platinum, vous avez carrément le constructeur qui vous envoie un coursier chez vous, récupérer le matériel, vous fait un prêt de matériel immédiat pour le temps de la réparation qui prend 72 heures. Si en tant que particulier amateur, vous avez déjà fait réparer votre matos, des fois ça prend une semaine, 2 semaines, parfois un mois. Un pro c'est son outil de travail, donc il faut qu'il ait son outil immédiatement. Mais bien sûr, c'est un truc qui a un coût. Et il se trouve que Canon et Nikon ont des services pro qui ont 40 ans d'expérience derrière. Donc il y a ce côté service et puis aussi ce côté connaissance du marché. Les gens qui gèrent les services pro connaissent tous les professionnels de la place publique. Et c'est une carte qui est hyper importante à jouer. C'est pas complètement un hasard si l'ancien responsable du service pro de Nikon, qui s'appelle Guillaume Cuvillier, est passé chez Sony. Et c'est pas complètement un hasard si le nouveau responsable du service pro Lumix, qui est en train de se mettre en place, c'est un Britannique qui s'appelle Michael Owen et qui a contribué au déploiement du service pro Canon Europe. Et donc c'est une espèce de grand mercato qui est caché du grand public comme ça, mais sur des boîtiers comme ça à 3 000 €, avec des objectifs à 3 000 €, pour des gens qui sont amenés à avoir des dizaines de milliers d'euros de matériel, c'est hyper important, au-delà de la qualité intrinsèque du matériel, de savoir que s'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un derrière pour venir résoudre le problème et pour leur pouvoir permettre de continuer à travailler tout simplement. Donc voilà, il y a des débats de forums. Moi j'aime bien les forums parce que c'est toujours une grosse source d'émerveillement, on va dire. Mais il y a des choses très très concrètes comme ça qui est je suis livreur, je suis livreur de pizza. Si mon scooter tombe en panne, qu'est-ce qui se passe si mon scooter ne peut pas être remplacé ou réparé dans les 12 heures? C'est pareil pour un appareil photo. Et on s'en fout que le scooter ait 14 000 airbags, une sonnette qui chante papa maman. Donc c'est des choses en fait qu'il faut avoir en tête quand on rentre. Ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir aussi, de par ta participation à cette interview, que tu nous ouvres les yeux un petit peu sur ce côté coulisses un peu du métier, on va dire, et de ce milieu. Pour que les gens puissent aussi se rendre compte de qu'est-ce qui est en train de se passer, si tu veux, parce que en effet, lors du lancement de l'annonce du S1 à la Photokina, Panasonic a aussi annoncé le lancement du service pro, qui ne touche pas uniquement le S1, du reste, il touche aussi le micro 4 tiers, et les possesseurs de GH et de G9 pourront aussi en bénéficier. On passe à la séquence de comparaison, d'accord, pour savoir qui c'est qui a la plus grosse. C'est ça. Du coup, tu as ramené un D850 qui est encore le fer de lance de chez Nikon sur les réflexes. Et qui continue à se vendre toujours très très bien et qui ne souffre pas des ventes des aides. Oui. Et là, je trouve que Nikon a été cool. Enfin, ils ont eu une stratégie qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur justement de cannibaliser les ventes de leurs réflexes, contrairement à Canon. Et voilà, donc c'est intéressant de comparer un petit peu
la taille des deux objets. Donc on a deux boîtiers, l'un qui est réflexe, donc avec un miroir, hein, bonne vieille technologie optique, et ici on a un hybride avec un 51.4, enfin là c'est un 58, c'est ça, et là un 51.4. Et ben c'est le S1 avec son 50 qui est plus lourd, hein. Au niveau de la prise en main, c'est vrai que Nikon, au niveau ergonomique, ils ont toujours eu un truc très chouette, je trouve. Là, il a un côté beaucoup plus anguleux, moi je trouve, mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Le grip est bon et le positionnement, la petite rainure à l'intérieur, le bosselage est plutôt bien fait. Et alors par contre, moi je voulais regarder au niveau du viseur. Tu vois, ouais, c'est ça. Moi, le truc qui m'a quand même bluffé, c'est que hier, par exemple, tu vois, j'ai une bague Novoflex pour mettre mes vieux Leica R chouchou. Oh. Et Monsieur a du goût. Ouais, merci. Et du coup, j'ai quand même pris mon pied parce que c'est vraiment la première fois que sur un viseur électronique, j'ai absolument pas besoin d'appuyer sur le bouton pour avoir la loupe. Et j'arrive vraiment à faire le point comme ça, alors que j'ai une vue qui n'est pas exceptionnelle, hein, il me manque un dixième je crois. Ouais. Je suis à moins de 5 à chaque œil, donc ça va. Ouais. T'as la marge encore. mais du coup, ouais, ça c'est un vrai plus, la définition de ce viseur permet de faire la mise au point à l'œil, à l'ancienne on va dire, quoi. Et avec en tous les cas sur ces objectifs j'ai pas le choix et je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Oui, et puis c'est bien qu'ils aient fait l'effort d'apporter une définition supérieure. Oui. Parce que de mémoire, Nikon et Canon sont tous les deux arrivés avec, je sais plus quoi, c'est du 3.6 ou du 2.36, ouais, c'est du 3.6, qui n'ont pas vraiment repoussé la techno. Bon, après, il y avait des contraintes d'encombrement, c'est vrai que là, j'ai l'impression que Panasonic, au niveau encombrement, ils se sont dit rien à foutre. Ils se sont dit on va mettre un peu le meilleur et puis on verra quelle taille ça prend après, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas mis un écran HDR comme sur les GH5. Ouais. Alors qu'il y a une fonction HDR en photo et en vidéo d'ailleurs, oui. il me semble. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Bon, tu en parlais tout à l'heure, il y a 2-3 points ergo que tu comprends pas sur le S1. Moi non plus, mais c'est. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est. Si on comprenait tous dans l'ergonomie des Pana, ce serait plus des Pana. Non, les trucs que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait quelque chose d'aussi large. Ouais. Par exemple, moi, une fonction que j'adore chez Pana et que je répète à chaque fois que je vois un autre constructeur, c'est le fait de pouvoir changer le collimateur des mises au point sur l'écran tout en ayant l'œil dans le viseur. Et ça, tu peux le faire si tu peux mettre ton doigt sur l'écran. Sauf que là, pas du tout. L'écran est tellement gros. Ouais. Et pourtant, a priori, j'ai pas des petites mains. Mon pouce va à la moitié de l'écran. Ouais. Mon pouce va à la moitié de l'écran. Et pire encore, l'écran est tellement sensible que lorsque je vise à l'œil droit, et pourtant j'ai pas un très gros nez pour le coup, ça clique sur l'écran. Et c'est une fonction que j'adore, que je suis obligé de désactiver. Clique par le nez. Clique par le nez, c'est la première fois que ça me fait ça. Voilà. Et pourtant. Ouais. C'est vrai que le dégagement de l'oculaire, en tous les cas, est pas exceptionnel. Alors ils ont mis le viseur rond, l'œilleton rond, il paraît que c'est plus chic. Ouais, il n'est pas énorme non plus ce dégagement oculaire, tu vois. Non, mais justement. Théoriquement, c'est quoi? C'est 25 mm, il me semble. Ouais, mais par rapport au Nikon, justement, Nikon a fait un truc qui est beaucoup plus saillant. Et qui, et même quand tu regardes sur le GH5, par exemple, tiens, on a un GH5 ici, tu vois, le dégagement, il est nettement supérieur, quoi. Il y a ça, après il y a les menus qui font 14 km, mais qui ont été améliorés, ceci dit. C'est pas les pires. Hein. Les menus, maintenant, il y a des petits pictogrammes pour dire où on va, et contrairement à Sony, c'est organisé par thématique. Voilà. T'as fait joujou avec un Olympus récemment? Alors, contrairement à un Olympus, il n'y a pas d'erreur de traduction. Les traductions sur les menus de l'Olympus pour la gestion des ralentis, c'est quand même un phénomène, quoi. Mais je sais plus. Voilà. En fait, il y a Jérôme derrière la caméra qui est en train de se marrer. Tu m'étonnes. Et par contre, il y a un truc qui m'a déçu. Alors, toi qui as joué beaucoup plus longtemps que moi du coup avec, c'est là on est passé sur les batteries de 3050 mAh, alors qu'on est sur du 1920 de mémoire mAh sur les GH et consorts. Ouais. Et Pana a sorti avec le G80 une fonction économie d'énergie, donc qui permet de tripler et d'atteindre normalement les 1000 images. Moi, j'ai pas réussi.
peut-être que je suis en gland Alors, et écoute, ce serait pas une découverte, mais moi, j'ai pas fait de test pure photo, pure vidéo sur l'autonomie. Je peux te dire que hier, on a tourné, et j'ai tourné énormément en photo et en vidéo. Sans forcément faire gaffe à l'allumer, à l'éteindre, tu vois, pour préserver l'autonomie. On a commencé à shooter, il était quelle heure? 14h. On a commencé, il était 14. Non, tu veux dire la première journée? Non, hier. Hier. Les filles, ouais, elles sont 15h. 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 15h, et j'ai fait mes dernières photos jusqu'au bout. J'ai fait de la vidéo aussi, donc je peux pas dire combien de déclenchements. Mais j'ai quand même tenu, j'ai fait des photos jusqu'à plus de vers minuit, minuit et demi. J'ai pas eu la sensation de me dire tiens, il faut que je fasse gaffe à la batterie. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai apprécié aussi le fait qu'on puisse le recharger et travailler avec un powerbank éventuellement. Enfin, ce qui n'était pas le cas sur les GH notamment. Ce qui n'est pas le cas ni sur les alpha ni sur les Z, puisqu'on peut uniquement les recharger. Il y a toujours un moment où si ta batterie à l'intérieur elle n'est pas pleine, même si tu les branches en USB, tu peux plus rien faire. Voilà. alors c'est peut-être parce que j'avais un SR aussi. Ah, peut-être que le S1R par contre. Déjà j'avais un SR, j'avais tout qui était activé, stabilisation à droite à gauche. Tu avais mis parce qu'ils ont un système d'économie d'énergie qui désactive le. Ah bah oui. Oui. Tu avais mis ça? J'avais mis ça. Peut-être que je l'avais mal mis. Mis ça. Voilà. Mais ceci dit, si tu as fait des photos hier, tu as pu apprécier mon truc préféré sur le S1, c'est les touches rétroéclairées. J'avoue que c'est con, mais c'est con les touches rétroéclairées, mais c'est tellement bien. Ouais. C'est tellement bien. Olympus faisait ça sur son E3 il y a 14 ans. Nikon fait ça sur son D850, sur son D5. Et pourquoi ils font pas ça? Ouais, ça c'est vrai. Alors tu sais que d'ailleurs cette histoire de touches rétroéclairées, c'est rigolo, mais ça vient de la France. Ah ouais? Ouais, ça vient de la France. En fait, c'est lorsqu'ils ont sorti le G9 en 2017, il me semble, fin 2017, Panasonic France avait amené le journaliste à Tromsø, donc en Norvège, au-dessus du cercle polaire, là où il fait jour à midi et nuit à 13h. Et donc du coup notre gros problème c'était il est bien mignon votre G9 mais on voit plus rien la nuit dessus. Et en fait c'est suite à ce voyage de presse franco-français un retour qui a été fait aux ingénieurs qui est repassé par Uematsu, Japon, pif paf pouf, et ils ont proposé au début de mettre juste de la peinture luminescente. Et c'est la France qui a insisté pour qu'il y ait des vrais LED derrière, et ça c'est cool. Et c'est l'un des côtés que j'aime bien chez Pana et que tu as pu expérimenter, c'est que, en général, quand on fait une remarque aux ingénieurs, ils se débrouillent pour l'implémenter dans le boîtier d'après. Et ça c'est il y a une réactivité, énorme. Ils prennent tout en compte, c'est assez impressionnant. Il n'y a jamais le côté snob qu'il peut y avoir chez d'autres constructeurs, ou tu vois, du mec qui sait, et que de toute façon lui c'est le constructeur donc il sait, et toi t'es qu'un utilisateur, donc en gros tu sais pas quoi. Et là à chaque fois, moi je sais que tout comme toi, on a des rapports assez privilégiés avec ces gens-là, avec le fameux Uematsu qui est derrière tout ça. Et c'est vrai que moi j'adore ce truc-là, quoi, parce que l'attention qui est portée, elle est juste incroyable, quoi. Moi je sais que dans les GH, à chaque fois que j'ai vu l'arrivée d'un truc que j'ai demandé, alors c'est peut-être la synthèse de plusieurs demandes, je ne suis pas toujours le seul à avoir fait remonter des infos, puisqu'il voit pas mal de monde quand même, Uematsu-san, mais quand j'ai vu l'arrivée par exemple de la prise timecode sur le GH5S, je me suis dit waouh, j'ai demandé avant le GH3 en fait. Ah oui. Mais du coup il en a quand même pris, tu vois, ils ont attendu d'avoir le déclic et de se dire qu'en effet que le GH5, vu que ça décollait machin, et que le GH5S il avait ce truc de sensibilité très particulière, très élevé, il s'est dit en effet Pampuri avec son histoire de multicaméra en concert, il nous fait chier, mais du coup le timecode c'est une bonne idée, donc du coup ils l'ont implémenté. C'est comme moi j'avais été
on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'au niveau de la praticité, c'est pas génial, mais la programmation des transferts de mise au point sur GH5, c'était un des trucs que j'avais demandé. Je dis, il y a un moteur dans l'objectif, faites-nous un système qui permette de programmer des translations de mise au point comme si on avait un pointeur avec nous et un follow focus. Et à chaque fois, ça sort. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Après, je ne sais plus ce que je veux dire chez Pana. Ah oui, on parlait du service pro juste avant, et donc ça va être quelque chose d'intéressant à voir. C'est maintenant qu'il va y avoir un service pro, donc une base d'utilisateurs privilégiés quelque part, et ils vont avoir encore plus de retours. Je suis curieux de savoir si ça va accélérer le développement des objectifs, enfin des objectifs et des boîtiers, et surtout des mises à jour des firmware. Parce que c'est là où Pana commence à devenir intéressant. Ça c'est très très bien vu avec GH5. C'est les mises à jour plus ou moins gratuites qui permettent d'améliorer le boîtier. C'est quelque chose que Fujifilm fait très très bien. C'est quelque chose que Sony commence à faire. C'est quelque chose d'hallucinant chez Nikon. Ils sortent un boîtier en septembre et un autre en novembre. Et 3 mois après, il y a tout de suite une mise à jour, alors que leur réflexe, il fallait attendre les mises à jour qui n'arrivaient jamais. Donc c'est l'un des gros... je pense que c'est un des gros changements aussi qu'il va y avoir pour les professionnels, qui peut les inciter à investir, je sais pas, là ou ailleurs, hein, peu importe. Le fait qu'il y ait un vrai suivi du matos comme ça. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Et je pensais à autre chose, en fait, 2 autres choses qui étaient complètement différentes. C'est... il ne faut pas oublier que les S1 s'inscrivent dans une logique à 3 marques. Donc dans l'alliance Element Alliance avec Leica, dont on a déjà parlé, et surtout Sigma, qui a annoncé du coup la liste des objectifs qui vont être sortis en monture L hier. Donc quasiment toutes les focales fixes en monture Art, mais aucun zoom. Alors ça c'est la partie qui m'étonne le plus, c'est pourquoi ils ont... Bon, pourquoi pour le moment ils n'ont pas encore sorti le zoom. Et le truc, c'est que Pana va être obligé de faire une double pédagogie pour expliquer pourquoi le 24-36, c'est pas forcément si bien que ça, et comment le 24-36 ne va pas phagocyter le micro 4 tiers. Et je pense que Pana va devoir vraiment communiquer là-dessus, parce que il y a une espèce d'aura sacrée, un fantasme autour du 24-36 qui n'est pas du tout la solution adaptée pour tout le monde. Est-ce qu'à ton avis, ils n'ont pas justement appliqué la règle qu'ils disent depuis le départ? C'est-à-dire que au-delà du fait que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un grand capteur, ils sortent quand même un grand capteur. Mais du coup, est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont renoncé à la compacité et au côté léger, pour pouvoir dire justement, vous avez le choix chez nous. Si vous faites des trucs costauds, vous êtes des pros, il y a du matériel qui est là, qui est pro avec la série S qui se lance. Si vous avez besoin de compacité, de légèreté, on a le micro 4 tiers et du coup, voilà quoi. La messe est dite. Ouais, forcément. Tant qu'à faire, autant y aller à fond sur les gros trucs. Après, je pense que le débat... Il faut essayer de déplacer le débat en dehors du simple sujet de la taille des boîtiers. Oui. Toi qui filmes 51.4 sur 24-36, en termes de précision de mise au point, carrément pas la même chose que sur un APS-C ou un micro 4 tiers. Et on va forcément avoir énormément de retours sur les forums, sur les réseaux sociaux, de gens qui vont laisser tomber leur GH5 pour du S1 parce que c'est un boîtier un peu plus professionnel a priori, et qui vont se rendre compte que en fait non, c'était quand même pas si mal que ça la micro 4 tiers, et ça a quand même pas mal d'avantages. Ne jetez pas vos GH5 s'il vous plaît. Voilà, surtout que vous avez le... c'est quoi déjà qui sort? C'est le 12,5-25 Non, c'est un 10-25. C'est le 10-25, le 10-25 1.7 qui arrive. 1.7, Et ça va être une tuerie.
Et c'est assez dommage que Panasonic ait un petit peu arrêté d'en parler. Alors, ils n'ont pas arrêté d'en parler, par contre on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il sort. Et à quel prix. Et à quel prix. Mais moi, par rapport, pour illustrer ce que tu viens de dire, on va regarder des photos que j'ai fait hier. J'ai eu la chance de shooter dans des conditions un peu classe ici avec du matériel qui nous a été prêté par SOS Ciné avec un gros flash broncolor, tu vois, avec deux comédiennes jolies et tout ça. Et j'avais désactivé, j'ai voulu faire des tests en désactivant l'autofocus avec l'intelligence artificielle, donc détection de l'œil. Et, qui marche bien, par ailleurs. Qui marche très bien en photo, en vidéo, sur l'autofocus en continu, c'est pas encore ça. Mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. Et là, tu vois, je me suis rendu compte, donc tu vois, collimateur AF classique, machin, je déplace mon truc, machin, et j'ai fait une photo à un moment, un plan plutôt large avec les deux comédiennes, non, un plan plutôt serré sur une des deux comédiennes, et j'ai pas fait gaffe, j'ai la mise au point sur le nez, je suis flou sur les yeux, voilà. Donc ça c'est le cas typique, et ça tu le vois pas sur l'écran. Voilà. Tu le vois que si tu zoomes, si tu fais vraiment attention, si tu vas corriger, vérifier ta mise au point de façon très précise. Après, par contre, moi j'ai été bluffé et par le piqué déjà à 1.4 de cette optique, puisqu'on en parle un peu. Et c'est vrai que le bokeh avec ce diaphragme à 11 lamelles là, il est ostentatoire, quoi. En même temps, à 2500 €, heureusement que c'est pas de la dope. C'est-à-dire, l'un des problèmes de cette nouvelle série S, pour le moment, et quand on regarde les roadmaps, aussi bien chez Pana que chez Leica, que chez Sigma, bon, on va mettre Leica à part parce qu'ils sont toujours chers, c'est que pour le moment, il n'y a aucun objectif, entre guillemets, milieu de gamme qui est prévu. Quand Sony est arrivé en octobre 2013, avec ses Alpha 7, le premier objectif dispo c'était quand même un 35-2.8, qui n'était pas fifou, mais qui avait le double avantage de pas être déliramment cher et surtout d'être ultra compact et ultra léger. Nikon, quand ils ont débarqué, ils sont arrivés avec un 50-1.8 et un 35-1.8, il me semble. 35, ouais. Et pour le moment, il n'y a pas d'objectifs comme ça qui sont prévus en monture L, et il n'y a pas de produit d'appel. Et à mon avis, ça va être un problème pour le démarrage. D'autant plus que ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, de se dire « Ouais, mais ne vous inquiétez pas, vous prenez un Canon ou un Nikon, un 40 f2.8 et vous le mettez dessus, ça fera un truc compact. » Il y a un truc qui est rigolo par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la sortie, l'annonce de Sigma là, qui date donc du 26 février. La sortie de 11 optiques Art, des optiques fixes, ils sortent aussi leur fameuse bague adaptatrice Canon EF. Parce que je pense que l'opticien dont tu parlais, qui est Canon, équipe encore énormément de gens qui... du côté vidéo, en tous les cas, il y a beaucoup de gens qui ont encore... beaucoup d'affection pour leurs objectifs Canon et qui vont être contents de pouvoir en effet pouvoir les utiliser sur ce boîtier là. C'est une bague qui d'ailleurs est un peu décevante à mon avis. Ah ouais? Enfin, qui est décevante sans être décevante. Si elle se trouve, je suis sûr qu'elle est très bien, qu'elle marchera très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit les bagues qu'a sorti Canon pour ses EOS R, et notamment la bague avec porte-fil intégré, mais c'est... Ouais, ça c'est génial. S'il y a un truc qui est bien dans le système EOS R, c'est cette putain de bague. Ouais. C'est un putain de génie absolu. Avec le Variant D. Ah ouais, mais et la question c'est... Je crois que c'est Aputure qui a fait ça déjà sur le micro 4 tiers. Mais du coup, pourquoi les autres n'ont pas fait ça? Mais c'est tellement génial. Et Sony qui a implémenté cette technique de Variant D, qui n'est pas électronique, qui est optique, mais devant le capteur, avec un système de cristaux liquides dont on varie la densité pour faire rentrer plus ou moins de lumière. C'est vrai que c'est un truc qui est, une fois que tu y as goûté, c'est difficile de faire machine arrière. Tu te dis, mais en effet, voilà, ouais. Ça fait partie des choses dont j'ai parlé à Panasonic il y a longtemps. Et tu vois, typiquement, ça c'est une idée de gars qui pensent optique avant de penser, boîtier. Donc il y a des choses bien chez Canon, mais bon, c'est...
Écoute, je vais la voir dans pas longtemps. Ils ont fini par me dire d'accord, on va t'en prêter un. Voilà. Bon, tu nous embêtes un peu, mais on va quand même t'en prêter un parce que t'es sympa. Voilà. Moi, je viendrai te voir à Montpellier pour le tester. Ce qui est très con, parce qu'en fait, Canon, ils sont au bout de la rue, là, littéralement. Il faudrait que je leur en pique. Mais après, voilà, je suis curieux de voir comment va s'intégrer ce système L. Donc, PLS, c'est facile à retenir, Panasonic, Leica, Sigma. De quoi? Se mettre en PLS. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre les autres en PLS ou tout ça? Bon, bref, avec tous les blagues qu'on veut. Je suis curieux de voir le Foveon 24-36, ça c'est bien un truc dont 99,99% des photographes n'ont pas besoin, c'est cet objectif, ce boîtier-là. Mais moi j'en rêve la nuit, j'ai envie de voir... J'y ai pas goûté encore. c'est génial le Foveon, c'est génial, tu appuies sur le bouton, tu vas faire un café, tu reviens, la photo n'est pas encore enregistrée. Mais elle est nette, mais comme tu l'as jamais vue. Donc d'ailleurs c'est un petit peu trop net. Mais ça c'est cool. Et et du coup dans ce système-là, de voir comment ils vont s'implanter par rapport à la concurrence, et surtout de voir comment ils vont se démerder entre eux, parce qu'il y a des lois antitrust. Et on arrive au paradoxe où théoriquement les trois bossent ensemble autour d'un système commun, mais sans réellement avoir le droit de bosser ensemble, parce qu'ils ne sont pas censés se concerter sur la sortie des produits. Ce qui est absolument débile. On arrive à une situation aujourd'hui où officiellement, à part sauf s'ils se croisent par hasard dans un bar autour d'une pinte, oh t'étais là, Pana France, Leica France et Sigma France n'ont pas le droit de se rencontrer pour établir une stratégie commune. Et du coup on en arrive à des moments où tu as des gens de chez Leica qui sont du coup formés à vendre du SL et des objectifs en monture L, qui vont raconter des choses sur les objectifs Sigma et les boîtiers Pana, mais sans forcément avoir l'information directement depuis Pana et depuis Sigma, donc probablement parler des a priori. Tu as des vendeurs Pana qui vont faire pareil avec les produits Leica et Sigma, et je crains que ça soit contre-productif. Et je ne sais pas comment ils vont se débrouiller en louvoyant. Parce que le micro 4 tiers c'était déjà une alliance aussi. Il y a déjà beaucoup de. Enfin, il y a un consortium micro 4 tiers qui existe. Théoriquement, il y a un consortium et on a tendance à oublier, mais c'était il y a que 10 ans. Mais les 2 premières années du micro 4 tiers, il faut se rappeler quand même, les objectifs Olympus, c'est pas forcément compatible avec les Pana et vice versa. Et c'est un truc aujourd'hui qui nous paraît naturel de pouvoir monter un objectif Olympus sur un Pana aujourd'hui, et la commande de diaph, l'autofocus fonctionne. C'est assez récent quand on y pense. Dans la monture universelle, ça a été le rêve de bon nombre de photographes. Et mais ça marchera jamais. Non. Pentax avait presque réussi avec la monture K. Il y avait quand même pas mal de monde qui s'était rallié à cette monture-là. Et quand on voit leur part de marché aujourd'hui, ça a vachement bien réussi. Bon, Pentax a d'autres problèmes, indépendants de leur volonté, mais après monture universelle, est-ce qu'il faut qu'il y ait une monture universelle? Ça, je suis pas certain. Je sais pas. C'est un vaste débat. Voilà. Aujourd'hui, la plus universelle, théoriquement, ce serait la Nikon Z. C'est celle qui offre le plus de possibilités, ou le moins de contraintes. Ça dépend comment tu vois la chose. Du coup, c'est la bouteille à moitié vide ou moitié pleine. Et du coup, truc rigolo, ça va être la première fois qu'on va pouvoir monter des objectifs Canon sur des boîtiers Nikon. Et jusque-là, c'était pas possible. C'est la première fois de l'histoire de la photo que c'est possible. Et c'est assez génial. L'inverse était possible. Il y a des bagues qui permettent de monter des optiques Nikon sur des boîtiers Canon. Il y en a beaucoup qui le font, du reste. Mais l'inverse, le tirage optique du boîtier Canon étant supérieur, ça ne marchait pas dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de marché ou tu vas faire? Parlons du marché. De l'évolution du marché. Parce que j'ai plein de chiffres, je suis venu avec des chiffres. C'est vrai? C'est grave. Allez, chiche. Je ne les connais pas par cœur. Comment ça? La question c'est pourquoi ils sont arrivés avec des boîtiers aussi chers? Pour la simple raison que ça se vend. Aujourd'hui, le secteur en plus forte croissance est celui des boîtiers à plus de 2000 €. Donc du coup, quand je vois un mirrorless rumors qui se demande si les smartphones vont tuer les appareils photo, non, que dalle. Les smartphones ont tué les appareils photo à 100 €, à 200 €, très clairement. Mais tous les matériels haut de gamme, très haut de gamme, ont encore de très très beaux jours devant eux. Donc c'est un marché qui a une énorme croissance, et les hybrides en particulier. En 2018, au niveau mondial, pour la première fois,
il s'est vendu plus de boîtiers objectifs interchangeables que de boîtiers objectifs fixes, ce qui est déjà énorme. Et parmi ces objectifs interchangeables, on est à 47% d'hybrides, 53% de réflexes. Et les prévisions GFK et même tous les constructeurs, c'est qu'en 2019, la bascule va se faire. Et là, c'est seulement si on considère le volume. Par contre, si on considère la valeur, très clairement, les hybrides aujourd'hui, sur tous les continents, Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon et le reste du monde, ouais, enfin, le CIPA a une manière bizarre de compter les continents, mais voilà. Les hybrides, ça représente entre un tiers et 40% des revenus. Donc c'est normal, enfin, c'est ultra logique que les constructeurs mettent le paquet là-dessus. En Europe, je crois que les hybrides commencent à représenter 40%. D'accord. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. C'est des croissances qui sont assez délirantes. Et après, ce qui est vachement rigolo à regarder les chiffres CIPA, c'est les tarifs moyens des boîtiers vendus. Et on constate qu'en fait, les hybrides vendus d'une année sur l'autre sont de plus en plus chers en moyenne. Et les réflexes sont de moins en moins chers, sauf aux États-Unis où ils continuent à bien aimer les gros réflexes, bien gros, bien chers. Là, le marché de la photo, c'est clairement hybride haut de gamme. C'est ce qui va sortir les prochaines années. Et il faudrait d'ores et déjà veiller à ce que les constructeurs continuent à maintenir des hybrides d'entrée de gamme. C'est formidable, on vend de plus en plus d'hybrides, les hybrides sont de plus en plus perfectionnés, ça fait plaisir aux technophiles. La 8K arrive aux Jeux Olympiques, on va avoir, il y a des rumeurs de boîtiers de 60 millions de pixels, donc ça c'est chouette, mais il ne faudrait pas non plus complètement abandonner l'entrée de gamme au smartphone, parce que malgré tout la pratique photo avec un vrai appareil photo dédié, c'est quelque chose auquel tout le monde devrait avoir droit. C'est quelque chose qui est vraiment différent, vraiment différenciant. Et c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup parce que il n'y a plus d'hybrides, il y a quasiment plus d'hybrides à moins de 600 €. Sinon, des modèles qui sont sortis il y a 4 ans, il reste quoi? Il reste l'Alpha 5100 chez Sony. Ouais. Il reste quelques EOS M qui ne sont pas non plus folichons. Il reste quelques Fuji. Chez Pana, il y a encore des... Voilà, c'est des boîtiers qui... Bon. G80, non, il a plus de 600. Ouais, mais le G80, c'est pas encore un boîtier d'entrée de gamme. Tu vois, le G80, il est sorti, quoi, il n'est pas si vieux, il a 2 ans et demi, en vrai, techniquement. Donc il faudrait qu'il y ait plus d'hybrides autour des 400-500 €, surtout aujourd'hui que la technologie le permet, sans non plus aller dans le travers de parce que c'est des boîtiers pas chers. Il ne faudrait pas transposer des technologies qui ont été développées sur le haut de gamme sur l'entrée de gamme. Et c'est aussi l'un des côtés que j'aime bien chez Pana, c'est que une fois qu'ils ont déployé la 4K partout, ils l'ont fait partout. Oui. C'est quelque chose que j'aime moins chez Canon. Quand ils font un boîtier d'entrée de gamme, c'est un boîtier d'entrée de gamme qui ne fait rien. Ridé. Voilà. Mais tu vois, sans aller sur des trucs comme ça, les technos des capteurs ont fait vachement de progrès. Les technos d'autofocus ont fait vachement de progrès. Et on n'a pas besoin d'être professionnel pour pouvoir avoir le droit de faire des photographies de nuit sans flash. On n'aurait pas avoir besoin d'être un pro pour avoir une mise au point qui se fasse pas la malle pour un oui ou pour un non. Ouais. Donc voilà, je sais qu'on était à la base censé parler d'un truc qui coûte quand même 5 000 € en kit, plus ou moins. Mais il ne faut pas non plus oublier que la plupart des gens... ils n'ont pas 5 000 €. Ils n'ont pas 5 000 € à mettre dans un appareil photo. Ouais, mais c'est vrai que c'est là, c'est pas du tout la cible. Mais, là, c'est pas la cible. Mais, voilà. Après, Canon a, en effet, comme tu l'as dit, a annoncé son EOS RIP. Non. RP. RP. Ouais. Mais qui va se vendre, hein. Qui va se vendre. Il va vendre. Qui va se vendre, mais qui va se vendre et décevoir. Ouais. Et c'est rigolo, pour moi, c'est un boîtier qui est programmé à décevoir et les technophiles, parce qu'il n'y a pas assez dedans, et qu'ils ont ils ont castré des trucs, mais qui sont incompréhensibles. Et pour
pour les non-technophiles auxquels on va vanter les vertus d'un grand capteur. Au même titre qu'il y a encore 12 ans, on vantait les vertus des très grosses définitions, et qui vont se retrouver à avoir des mises au point complètement foirées, parce que c'est du 24-36, et que le 24-36 est exigeant, et que finalement ça n'apportera pas forcément plus que de l'APS-C. Donc on va voir ce que ça donne. Cool. Bah écoute, en effet, on va voir ce que ça donne. Ça va être la conclusion. Wait and see, comme dirait l'autre. Voilà. Après, ça va très bien se vendre, LS, j'ai pas de... Ah, moi, je pense qu'il y a un potentiel marché, en effet. Je pense que... tu vois, il y a encore beaucoup de gens dans les boîtes de prod télé qui tournent encore au Canon, au 5D Mark III, principalement, qui n'ont pas switché sur le Sony parce que ça les gonfle, les optiques, machin. Mais je pense que le S a un potentiel de capter aussi ces gens-là sur la partie vidéo, parce qu'il a le look de l'image 24-36 en vidéo qui a un peu fait sa révolution aussi dans la prod télé depuis la sortie du 5D Mark II. Voilà. On va s'arrêter là, en tous les cas. Je te remercie d'être venu. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Ouais. De rien, avec plaisir. Voilà. On remercie Jérôme aussi, qui nous a prêté son studio et son canapé. Ouais, d'ailleurs, il est vachement bien ce canapé. Il est pas mal, hein. Ouais, franchement, putain, moi aussi je veux faire youtubeur pour un canapé confortable. Il faut commencer par le canapé, tu vois. Grave. Beurre son canapé. Je vais tester les canapés. Putain, je pense que j'ai raté ma vocation. Je vous dis à bientôt.